Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui du Magic d'Orlando qui a retrouvé le goût de la victoire malgré l'absence de Paolo Banchero, des Hawks d'Atlanta qui confirment les pronostics les plus encourageants du début de saison, une embellie à laquelle Trae Young, blessé, assiste depuis le banc. On terminera en évoquant la folle saison de Tyrese Maxey à Philadelphie. Sans tarder, c'est Charles que j'accueille à mes côtés. Bonjour Charlie. Salut Josh, salut à tous. Charlie, on a un excellent programme aujourd'hui, laisse-moi te le dire. J'adore le sommaire, c'est moi qui l'ai concocté, donc c'est formidable. Écoute, c'est parfait, ça me va tout à fait. Un petit sommaire 100% conférence Est. 100% conférence Est, et surtout, j'ai très envie de parler de ces deux équipes, Orlando et Atlanta, parce que il y a un petit côté similaire dans l'idée que je me fais de ces deux équipes, à savoir, est-ce que leurs meilleurs joueurs pour les deux équipes, on peut peut-être discuter côté Orlando, mais est-ce que ces deux joueurs qui sont considérés comme des franchise players tirent leur équipe vers le haut ou vers le bas? Et cette question-là me fascine pour ces deux joueurs-là, pour ces deux équipes-là, et on va en parler. Avant cela, nous allons faire un petit point d'actualité, notamment avec Erik Spoelstra, qui a remporté son 800e match en carrière. Il est le 17e coach de l'histoire à atteindre cette barre symbolique. Seulement le 3e, avec Jerry Sloan et Greg Popovich, à le faire à la tête d'une seule et même équipe. Je le rappelle, Erik Spoelstra est le nouveau coach de la Team USA. Il a fait venir cette saison en tant que consultant Noah Laroche, qui avait bossé avec les Grizzlies de Memphis l'an dernier, pour justement mettre en place cette attaque là, sans pick and roll. Ça marche plutôt bien. Voilà, je voulais souligner le fait qu'Erik Spoelstra est un coach bijou dans cette ligue, un des grands coachs de l'histoire. Et voilà, je voulais juste lui rendre hommage. Bah ouais, moi je pense que ceux qui écoutent le podcast fréquemment savent à quel point moi je suis un immense fan d'Erik Spoelstra. Pour moi c'est le meilleur coach NBA depuis un moment et j'en profite pour dire que c'est quand même scandaleux qu'il ait toujours pas eu de coach de l'année. Trophée de coach de l'année, c'est fou. Ouais. C'est vraiment le foutage de gueule absolu. Mais écoute, ouais, bah très très content pour lui, très content pour Miami d'avoir un coach pareil. Ce mec-là s'adapte à toutes les circonstances. Il est constamment capable de tirer la quintessence de tous les groupes qu'il a entre les mains. Voilà, c'est juste, voilà, c'est un coach que j'adore, moi, et je continuerai à regarder Miami jouer, quel que soit l'effectif, tant que Erik Spoelstra sera sur le banc. Ça a toujours été le chouchou de Pat Riley. Pat Riley, à l'époque, avait été assez critiqué pour ce choix-là, parce que personne ne le connaissait. Tout le monde disait, mais c'est qui ce mec-là? Pourquoi c'est à lui qu'on confie les rênes de l'équipe? Sans vouloir donner dans le LeBron-hater, LeBron James, un moment a été très critique envers Erik Spoelstra, limite à demander sa tête. C'est pas tout à fait ce qu'il a demandé, mais il n'était pas du tout en phase avec Erik Spoelstra lors de sa première saison à Miami. Il a évolué ensuite sur la question. Mais comme quoi, ça tient parfois à pas grand-chose. Au fait que Pat Riley n'a jamais lâché ce gars-là, quoi. Ouais, et puis bah récemment il y a même des éléments qui sont sortis qui expliquaient notamment que Pat Riley avait toujours dit à ses joueurs qu'ils préféraient tous les trader plutôt que de virer Spoelstra. Et bah, déjà ça m'étonne pas qu'on connaissant Riley, et en plus mais à quel point il a raison. Je veux dire, cette saison le prouve en fait. Tu vois, autant les saisons précédentes, certains pouvaient croire un peu qu'un mec comme Jimmy Butler était un peu, tu vois, celui qui permettait à Miami de continuer à performer et tout, mais non, absolument pas, rien de tout ça. Celui qui permet à cette équipe d'être constante, c'est Erik Spoelstra. Ouais, complètement. Ouais. Je suis absolument d'accord avec toi, et ça m'étonne pas qu'il inscrive son nom aux côtés de légendes comme Jerry Sloan et Greg Popovich. Ouais, c'est trop bien que ce soit tous dans la même franchise. Et Team USA, excellent deal de ramener ce gars-là, c'est exactement la parfaite transition entre Popovich, Steve Kerr et maintenant Spoelstra. Ce qui est sûr, c'est qu'en termes de talent, cette équipe américaine n'a pas de, il n'y a pas de perte en termes de capacité, quoi. C'est assez fou le pool de choix qu'ils ont, que ce soit au niveau des joueurs, des coachs, enfin bref. Et au passage, le moment où il arrive dans le vestiaire et où il y a les célébrations pour sa 800e victoire et où il comprend absolument pas ce qui se passe, il demande des for what, c'est juste, c'est énorme. Ouais, carrément.
J'ai hâte Enfin, c'est cool qu'on ait ce mec-là dans la ligue. Très, très, énorme stratège, énorme coach. Enfin, bref. Un plaisir, vraiment. Stephen Curry est sorti sur blessure face à Houston la nuit dernière, blessure au quadriceps. On parlait des Warriors plus tôt cette semaine, Oui. dans le podcast de mardi. Je voulais juste souligner ce fait-là, on a souligné que Steph Curry était absolument indispensable pour cette équipe des Warriors dans le jeu, dans les résultats. Si jamais il devait s'absenter un peu trop longtemps, pas bon. Jimmy Butler a encore réitéré ses critiques envers l'attitude générale de l'équipe. Franchement, ça craint, cette équipe des Warriors. Là, ça commence vraiment à... Je sais pas, on en a parlé la semaine dernière, donc mardi dernier, donc je vais pas réitérer ce que j'ai dit, mais il n'y a pas d'optimisme à avoir pour l'instant, j'ai l'impression. Non, et puis surtout, moi, je vais vraiment finir par croire qu'on porte la poisse, parce qu'on a dit mot pour mot, il y a quelques jours, en parlant des Warriors, qu'il faudrait quand même surtout pas que Steph Curry se blesse. Ça a été vite fait. Donc ouais, non, effectivement, c'est une vraie mauvaise nouvelle pour cette équipe. Bah, peut-être après que ça va permettre de responsabiliser d'autres joueurs, etc., si on voit le verre à moitié plein, mais la réalité, c'est que c'est une très mauvaise nouvelle, c'est clair. Ouais, complètement. Ouais. Ils sont tellement dépendants de sa production, notamment offensive, que je vois pas Après, comment ça va bien se passer. comme l'a dit Steve Kerr, il vaut mieux que ce soit la cuisse plutôt que la cheville ou le genou, hein, Ah oui. ça c'est clair. C'est bien, mais bon, c'est quand même pas très rassurant, surtout pour un joueur de cet âge. Il faut qu'il fasse attention à sa reprise. Voilà, il va avoir 38 ans dans quelques mois. Steph, c'est un âge où quand tu te blesses, il faut vraiment, vraiment faire attention. Ouais, tout à fait. Et enfin, la série de 13 victoires consécutives des Pistons qui a touché à sa fin face aux Celtics la nuit dernière. Ils avaient l'occasion de battre le record établi par les équipes des saisons 1989-1990, les Bad Boys, qui avaient été champions NBA, celle de 2003-2004, champion aussi. Voilà, Kate Cunningham a dit qu'il était déçu quand même, qu'ils avaient tous dans la tête cette 14e victoire consécutive, histoire de marquer l'histoire. Voilà, ça m'étonne pas de la part de ce groupe. Et voilà, on peut passer à autre chose de côté de Détroit, mais ça confirme tout le bien que je pense de cette équipe, quoi qu'il en soit. Donc voilà. Bah, disons qu'il faut que ça soit une péripétie. C'est-à-dire, il faut absolument que ce soit juste, tu vois, un truc anodin et que derrière, ça prenne pas une dimension importante, qu'ils reprennent leur marche en avant, qu'ils continuent leur très bonne saison. Si c'est le cas, bon, voilà, effectivement, c'est complètement un détail qu'ils aient mis fin à cette série. Moi, j'ai envie d'y croire. Cette équipe de Détroit, elle me plaît beaucoup. Donc écoute, à eux de continuer sur la lancée de leur début de saison. Et c'est assez drôle que ce soit Détroit et Toronto qui aujourd'hui sont les deux équipes qui caracolent en tête de la conférence Est. Je me pose vraiment des questions. Alors après Cleveland, si tu regardes un petit peu la production de Cleveland quand Darius Garland est sur le terrain et que tout le monde est présent, Cleveland reste une équipe dominante. Il y a pas à tortiller. Les Knicks c'est pareil. Là il y a OG Anunoby qui est pas là, donc va falloir attendre un petit peu. Puis on est toujours au mois de novembre, on est fin novembre, donc on va se calmer avant d'ériger les Pistons et les Raptors comme favoris de la conférence. Ouais. Mais c'est quand même deux équipes. Voilà. Les Raptors plus que les Pistons en termes de surprise. Ouais, quand même. Quand même. Après, les Pistons, voilà, enchaîner les victoires comme ils le font, s'installer durablement quand même en tête de la conférence Est pour le moment. Ça reste quelque chose d'inattendu. Enfin, moi, je m'y attendais pas à ce point-là, clairement. Moi non plus, pas à ce point-là, mais c'est quand même très clairement une équipe qui a beaucoup plus de certitude que les Raptors. Ouais, mais maintenant, c'est clair, certes, on n'est que fin novembre, mais n'empêche que si début octobre, quelqu'un m'avait dit tu verras fin novembre, sur le podium à l'Est, il y aura Toronto et Miami, je pense que je lui aurais dit de lâcher la bouteille. Mais donc effectivement, la surprise est claire. Ouais, les Raptors, c'est quand même totalement inattendu, quoi. Ouais, Même Miami. le Heat, hein, j'ai envie Ah de... ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Même le Heat, j'ai envie de te dire, comme on en a déjà parlé, ça, de toi et moi, depuis le début de la saison, le fait qu'elle soit aussi probante offensivement parlant, alors que Tyler Hero a manqué une grosse partie du lancement, qu'il n'y a pas vraiment de scoreur attitré hormis ce gars-là, et ça les a jamais empêchés de faire quoi que ce soit pour l'instant. Donc,
enfin voilà, il y a Norman Powell quoi, que d'autres équipes auraient peut-être dû garder dans leur effectif. Mais voilà quoi, c'est assez étonnant cette conférence Est. Ça se passe pas comme je l'aurais prédit, et tant mieux, tant mieux. Il y a des bonnes surprises. Et Brandon Ingram à Toronto, pareil. Enfin, c'est captivant ce qui est en train de se Pas passer mal là. Ingram, hein. Ouais, 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 ouais. Toi qui es fan de Brandon, tu dois être bien ah, content. quand il se comporte pas comme un petit con sur le banc, oui. Oui, voilà, ouais. Mais ouais, non, le joueur, moi, j'adore. Et effectivement, je suis très content de voir ce qui se passe. Ouais, J'aime carrément. beaucoup le profil d'un mec comme RJ Barrett aussi, donc non, plutôt satisfait de voir Toronto à ce niveau-là. Ouais. Même Emmanuel Quickley, qui apporte vraiment quelque chose dans le jeu, enfin sur le terrain. Il y a eu beaucoup de doutes sur sa capacité de devenir titulaire quand il est parti des Knicks. Est-ce qu'il était taillé pour l'exercice? C'était pas forcément très convaincant pendant un temps, et là aujourd'hui, Alors qu'il a eu un force, début de saison un peu compliqué, hein. ouais, ouais, complètement. Mais là, force est de constater que ça peut fonctionner, et les chiffres sont là pour l'instant. Enfin, je veux dire, le Toronto est très très bien. Il a un rôle prépondérant là-dedans, donc ça se passe bien. De toute façon, je pense qu'on aura l'occasion de reparler de Toronto. Je vois pas comment on peut éviter le sujet. On en a parlé déjà, toi et moi. Mais il y a un moment ou un autre, s'il continue comme ça, on sera bien obligé de retourner là-dedans, c'est sûr et certain. Ah bah s'il continue, oui, c'est clair, hein. Ouais. En attendant, on va parler d'Orlando, qui justement, eux, étaient attendus au tournant. Avec un bilan de 10 victoires, 5 défaites lors de leurs 15 derniers matchs, le Magic commence à retrouver des couleurs après une entame de saison assez poussive. Le 12 novembre dernier, Paolo Banchero s'est blessé à l'aine, et on pouvait s'attendre à une baisse de régime encore plus prononcée pour Orlando. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Le Magic affiche le 4e meilleur net rating de la ligue sur la période de son absence, avec la 2e meilleure attaque de la NBS, et ce qui peut-être c'est la plus grande surprise, grâce notamment à une réussite à 3 points en progrès. Alors après, c'est pas non plus la fête absolue, hein, c'est Orlando, ils ont une réputation à tenir. Sans lui, Orlando a réussi à durcir sa pression défensive pour nourrir son jeu en contre-attaque. Le Magic semble jouer plus rapidement en impliquant plus l'ensemble de l'effectif sur le terrain quand Banchero n'est pas là. En son absence, Anthony Black, qui était déjà très prometteur, a sérieusement élevé son niveau de jeu. Desmond Bane s'est mis en rythme. Jalen Suggs a retrouvé son impact sur le terrain. Même le français Noah Penda a gagné des minutes de jeu durant lesquelles il a su se mettre en valeur. C'est aussi le moment où on souligne que l'adversité en face n'a pas été la plus redoutable, faut bien le reconnaître. Mais alors, Orlando est-il meilleur sans Paolo Banchero? Je ne le pense pas une seconde. La saison passée, Banchero avait démarré la saison en trombe avant de se blesser, mais il avait eu le temps de démontrer l'étendue de son talent. En play-off, son jeu sur demi-terrain est une arme ultra efficace, dont Orlando ne doit absolument pas se débarrasser. Reste probablement à trouver le bon équilibre entre sa production en saison régulière et sa production en playoff, et dans son association avec Franz Wagner. Je l'ai déjà dit dans ce podcast, les discussions Wagner-Banchero me font beaucoup penser à celles qu'on a pu avoir avec Jaylen Brown et Jason Tatum à une autre époque. Ne sont-ils pas trop similaires? Ne se font-ils pas de l'ombre? Peuvent-ils cohabiter sur le terrain? C'est à Jamal Mosley et au coaching staff de trouver des solutions sur le terrain pour permettre à l'ensemble de prendre corps et à cette équipe d'atteindre son plein potentiel. Charles, quelle est ton opinion sur la situation actuelle du Magic? Bah, on peut difficilement nier qu'Orlando va mieux depuis qu'il est blessé, hein. Ils avaient un bilan à l'équilibre avec lui. Depuis qu'il est plus là, c'est nettement mieux à ce niveau-là. Mais c'est une montée en puissance qui était attendue vu leur début de saison décevant. Est-ce que c'est vraiment parce que Banchero n'est plus là qu'il commence à aller mieux? J'en suis vraiment pas sûr du tout. Ce qu'on voit et qu'on confirme via les stats, c'est que effectivement l'équipe joue un peu différemment sans lui. La menace est plus diffuse, le jeu est plus collectif. Et d'ailleurs, avec Banchero sur le parquet cette saison, Orlando c'était moins de 24 passes décisives par match. Sans lui, on passe quasiment à 29. Ouais, la grosse critique pour Banchero, c'est que souvent le ballon s'arrête avec lui, Bien sûr. qu'il a tendance à trop dribbler, Et et qu'il a un que manque sans lui, il y d'efficacité. a beaucoup plus de fluidité dans la transmission du ballon. Et voilà. Donc ça, c'est un truc qui est... Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, on voit aussi que les pertes de balles chutent drastiquement quand il est pas là, hein. On passe de plus de 16 pertes de balles avec lui à 12 sans lui. C'est aussi une équipe qui était une des pires équipes de la ligue en termes d'assist ratio et qui devient une équipe top 10 à ce niveau-là sans lui. Enfin bref, on voit que l'équipe
semble mieux attaquer sans Banchero, mais bon, voilà, une fois qu'on a dit tout ça et que les chiffres vont un peu dans le sens de l'impression visuelle qu'on peut avoir, je suis vraiment pas sûr qu'on puisse en conclure qu'il soit pas capable de s'intégrer à ça, ou même qu'il soit un boulet pour cette équipe. Encore une fois, la montée en puissance du Magic, elle était attendue. Mhm. Par exemple, tu parles de Jalen Suggs. Bah oui, Jalen Suggs, ça va mieux, mais en même temps, Jalen Suggs, il avait été absent toute la fin de saison dernière, donc le début de saison, c'était aussi une vraie reprise pour lui. C'est normal qu'il monte en puissance. Et son impact à lui, pour le coup, lui, le on and off de Jalen Suggs est absolument incroyable. Enfin, Bien je veux sûr, dire, Jalen Suggs, c'est un des joueurs les plus impactants, enfin, c'est le joueur le plus impactant de cet effectif, j'ai envie de dire. mais il est monstrueux, Jalen Suggs, hein. Je pense que les gens se rendent pas compte de son impact. Il est vraiment très très fort, ce mec. Alors, bon, je suis d'accord avec toi. Pour moi, Banchero, il a toute sa place dans cet effectif. Il y a aucun problème. Maintenant, il y a quand même deux éléments, je trouve, qui sont peut-être un tout petit peu inquiétants pour lui. Le premier, c'est la saison dernière. En novembre 2024, du coup, bah, Banchero se blesse et autant Orlando met 2-3 matchs à s'ajuster, mais derrière, ils font une série qui est magnifique. En fait, sur 15 matchs, ils en gagnent 13. Après, Franz Wagner se blesse et rejoint Banchero à l'infirmerie, mais donc c'est quand même pas la première fois qu'on constate qu'une absence de Banchero n'est pas si pénalisante que ça pour l'équipe. Ouais, Et tout à quand, fait. et quand t'es un joueur qui va négocier des contrats max, c'est quand même une donnée qui est un peu pesante. Le deuxième élément qui, moi, me soucie un tout petit peu, même si je pense que ça peut vraiment se régler, c'est qu'avant qu'il se blesse, les échos relayés par certains insiders disaient qu'il y avait des tensions entre lui et son coach. Il y a notamment des sources proches de l'équipe qui expliquaient que la communication entre les deux était quasiment inexistante. D'ailleurs, Banchero, en conférence de presse, avait parfois eu des sous-entendus sur les systèmes offensifs mis en place par le coaching staff. Ça, c'est un aspect qui me semble un peu plus préoccupant, mais on va pas être naïf, hein. Si la situation entre les deux est effectivement telle que décrite et que ça se tend encore plus dans la saison et que le front office doit faire des choix, celui qui va dégager, c'est pas Banchero, hein, ça sera le coach. C'est quasiment toujours comme ça que ça se passe, sauf à Miami. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est les deux éléments qui me posent un tout petit peu question, mais c'est beaucoup trop tôt pour décréter que Banchero ne peut pas fit dans cette équipe, ou même qu'il est un frein aux ambitions du Magic. Oui, il a des défauts qu'on connaît, il a des problèmes d'efficacité, c'est pas forcément le joueur le plus collectif, mais il a 23 ans, il vient d'avoir 23 ans ce mec-là, il est Tout à ultra fait. jeune, il a tout à fait le temps de corriger ses défauts, et en plus, bon, tu vois les stats dont je parlais il y a quelques minutes en disant avec lui ils perdent beaucoup de ballons, avec lui ils font pas beaucoup de passes. On est bien trop tôt dans la saison pour tirer des conclusions définitives en se basant là-dessus. Voilà, pour moi cette équipe elle doit au moins avoir plus de temps au complet pour qu'on puisse se faire une idée. En tout cas moi personnellement j'ai envie de voir plus cette équipe, ce 5 là, Suggs, Bane, Wagner, pardon, Banchero, Carter Jr. Il m'intrigue et en plus, je suis persuadé que dans cette équipe, il y a encore beaucoup de joueurs qui ont une très grosse marge de progression. Un mec comme Jalen Suggs, je pense qu'il est encore très loin d'avoir atteint son potentiel maximum. Anthony Black, c'est pareil, il monte en puissance vraiment d'une manière impressionnante et il a que 21 ans. Bon voilà, on se rend pas compte, mais Anthony Black, il y a un paquet de rookies cette année qui sont plus vieux que lui. Anthony Black, il est déjà dans sa 3e saison NBA, tu vois, donc c'est quand même assez intéressant. Donc ouais, non, je pense qu'il n'y a pas de problème, pas d'urgence. Cette équipe, il y a un noyau de joueurs sans vieux, parce qu'il n'y a aucun trentenaire hein, dans cet effectif. Mais il y a beaucoup de joueurs qui ont moins de 25 ans, qui ont une vraie marge de progression. Wagner, il a 24, Banchero, il a 23, Suggs, il a 24, Tristan da Silva, il a 24 ans, et il montre qu'il va devenir un joueur important. Bon, voilà, hein. Ah, mais complètement d'accord avec toi. Ouais, Je pas trop pense dire. que je pense que c'est une équipe effectivement qui, sur laquelle il faut être patient. Et en fait, les talents de Franz Wagner et Paolo Banchero sont tellement attrayants. Enfin, je veux dire, ces deux-là, si ça, ils arrivent à faire fonctionner ce duo, Ouais, si ça clique, c'est... le jour où ça fonctionne, et étant donné leur capacité à non seulement créer du jeu pour eux-mêmes, créer du jeu pour les autres, leur combinaison de taille, de rapidité, leur intelligence de jeu, ils combinent quand même énormément de qualités que tu recherches chez des joueurs que tu souhaites avoir. Et je te dis, moi, ça me fait vraiment penser au moment où on se disait, mais tiens, après, je saisis le côté redondant de leur capacité. Et est-ce que, quelque part, tu arrives à tirer le meilleur de l'un et de l'autre quand ils sont ensemble sur le terrain? Parce que
Bah, vu est-ce qu'il se marche pas sur les pieds quelque part? Et ce questionnement, il est légitime, il est important. Et comme j'ai dit dans l'intro tout à l'heure, je pense que c'est au coaching staff de régler cette histoire. Bien sûr. Mais il n'y a aucun monde où c'est impossible de régler ça. C'est tout à fait possible de faire fonctionner cette équipe-là. Et c'est la responsabilité de Jamal Mosley de parvenir à faire fonctionner ce groupe. Mais je le crois, Et et je pense qu'il est aussi un peu attendu au tournant là-dessus, parce que tu vois, le front office, de toute évidence, croit en ce duo, hein, leurs contrats sont alignés, enfin quasiment, parce que Banchero, il a une player option en 2030-2031, mais sensiblement, c'est la même chose. Ils sont alignés en termes d'âge, quasiment alignés en termes de contrat. Moi je pense que le front office, en tout cas, croit vraiment en ces deux mecs-là, et je pense que si Jamal Mosley n'arrive pas à faire fonctionner ce duo, bah, il faudra envisager de faire sans lui, c'est tout. ouais, complètement, ouais. Et tu parlais d'Anthony Black. Toi et moi, on en a déjà parlé d'Anthony Black. Tu sais très bien que c'est un joueur que j'adore. Ah ouais, Son, pareil. son problème, ça a toujours été son shoot. Cette saison, pour l'instant, je touche du bois, ça se passe plutôt pas mal du tout. Euh, alors, il souffle un peu le chaud et le froid, hein. C'est sûr que c'est pas un sniper absolu, mais défensivement, il a 21 ans, ce mec-là. Ouais. Défensivement, il a déjà compris énormément de choses, des placements très avancés, des défenses où il a une lecture assez complexe des schémas défensifs. Et tu vois que malgré son jeune âge, il est déjà très avancé dans sa compréhension de ce qu'il doit faire sur un terrain. Et d'ailleurs, c'est peut-être la plus grande surprise que j'ai concernant cette équipe d'Orlando pour le moment. C'est elle qui a bâti ces dernières années, ces 2 dernières saisons, son, sa montée en puissance sur sa défense. Et on se disait, putain, mais offensivement, par contre, c'est le désert absolu. Et là, cette saison, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que défensivement, ils sont pas au top. Et offensivement, ils ont fait d'énormes progrès. Donc, elle est assez étonnante à ce niveau-là, cette équipe. Je vois pas pourquoi son identité défensive s'est écroulée d'un seul coup. Bah, en fait, ce qui est plutôt rassurant, c'est on peut se dire que, en théorie, ils devraient réussir à relever le niveau de la défense. Tu vois, en théorie, ils ont toujours les armes qui ont fait leur succès à ce niveau-là. Complètement. Donc, Il n'y a pas de raison que ça continue à galérer comme ça, quoi. bah ouais, c'est ça, et c'est pour ça. Moi, c'est vrai que j'ai assez hâte en fait que Banchero y revienne. J'ai assez hâte que cette équipe elle soit au complet, qu'on voit ce que ce groupe peut donner. Là, il est en day to day, donc il devrait a priori pas tarder à revenir. Dans les prochains jours, en plus, Orlando, ils vont se frotter à Détroit, Miami, ils vont jouer les Knicks, les Nuggets, et j'en passe. Tous ces matchs-là, ça va être des tests importants pour cette équipe et potentiellement pour le retour de Banchero. Donc, écoute, voilà, on verra. Si tout se passe très mal dans les prochaines semaines, sûrement que le front office sera poussé à l'action, mais je reste persuadé qu'ils ne feront pas de changement d'effectif drastique. Il faut quand même pas oublier que cet été, ils se sont donné les moyens d'être ambitieux. Banchero, il a signé un contrat très important. Les ambitions sont toujours aussi élevées que cet été. Et c'est pas parce que le début de saison a été décevant que les ambitions ont diminué du côté d'Orlando. Ouais, complètement. Ouais. On a un Orlando-Détroit ce week-end. Ouais, Je crois que c'est dans la nuit de vendredi à samedi. Ça va être un délice absolu, cette histoire. tout à fait, ça va être cool. Ouais. Ça va être très très cool parce qu'Orlando, mine de rien, remonte. Ils sont à 7 victoires, 3 défaites sur les 10 derniers matchs. Euh, voilà, ils ont la 13e défense de la ligue. C'est quand même fou cette histoire. C'est un truc que je comprends pas. Putain, Miami, 2e défense de la ligue quand même. Hmm. M'y Ouais, attendais c'est pas à ça non incroyable. plus. Ouais, Non, mais après, écoute, en tout cas, moi, ce qui me plaît aussi, c'est en fait le retour de Banchero, ça va être aussi un test. Elle est presque d'intelligence pour lui, tu vois. Il voit bien que l'équipe, elle est devenue plus cohérente collectivement en son mais absence. voilà. C'est à lui de revenir sans tout bousculer, c'est à lui de s'intégrer dans une équipe qui a retrouvé ses marques en son absence. Et s'il est intelligent et si le coaching staff fait bien les choses, Ouais. tout devrait très bien se passer. Et puis à suivre, effectivement, ce que tu as bien dit tout à l'heure, c'est la dynamique entre lui et le coach. Parce que ça, pour le coup, ça peut vraiment venir dérégler quelque chose. Parce que dans les articles qui étaient sortis il y a 2 semaines sur cette mésentente entre Banchero et Mosley, c'était aussi de dire Mosley a carrément perdu le vestiaire du Magic. Là, c'est autre chose encore, c'est un autre délire, quoi. Ouais, alors, Euh, donc je le sais re- pas à quel point c'est parti en sucette. Là, j'ai du mal à croire qu'il a perdu le vestiaire quand tu vois la réaction de l'équipe exactement. depuis 2 semaines. C'est quand même, je trouve que c'est des conclusions qui sont très alarmistes par rapport à ce qu'on voit depuis.
Voilà, j'ai envie de croire que cette histoire, enfin c'est de l'histoire passée et qu'ils vont être capables de se remettre dans le droit chemin parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans cette conférence Ouest. Clairement, cette année, la conférence, tous les gars de la conférence Est, toutes les équipes de la conférence Est qui ont un minimum d'ambition doivent absolument essayer de gratter leur place, quoi. Enfin, je veux dire, c'est cette année qu'il faut que ça se passe, quoi. C'est clair, mais Mosley, au-delà du cas spécifique de Banchero et des histoires sur lesquelles il aurait perdu son vestiaire, ce en quoi je crois pas trop, tout comme toi, c'est clair que c'est aujourd'hui un des coachs NBA qui a le plus de pression parce que Orlando cet été s'est donné les moyens d'être une équipe ambitieuse et ils vont pas attendre, ils vont pas, enfin tu vois, il y a pas lieu d'attendre en fait quoi. Cette équipe elle est ambitieuse dès cette année et c'est aussi au coaching staff de faire en sorte que les choses se passent bien et que le duo notamment Banchero-Wagner soit fonctionnel. Financièrement parlant, ils sont engagés sur cette équipe. Voilà. Il y a que en transférant ensuite des gros morceaux que tu pourras éventuellement changer quelque chose. Mais ils ont pas du tout l'âge où tu prends des décisions dramatiques à ce niveau-là. La question que je me pose, la question qui va venir très vite te taper à leur porte, c'est la question d'Anthony Black. Ouais, Parce que lui, il va atteindre la fin de son contrat. Je pense qu'il sera éligible à une extension l'été prochain. Il aura encore une année de contrat si jamais il ne propose pas d'extension ou s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Il y a une dernière team option à un peu plus de 10 millions pour la saison 2026-2027. Donc pour moi, après, c'est le prochain gros dossier, ça sera Anthony Black. Qu'est-ce que tu fais de ce gars-là, quoi? Est-ce qu'il va progresser et devenir fort au point où tu peux pas te permettre de le garder, quoi? Étant donné qu'ils ont Desmond Bain et tout ça. Après, Jalen Suggs, il a signé un contrat qui est carrément cool, qui est dégressif. ouais. Jonathan Isaac, il a un contrat qui est plutôt cool aussi. Donc, Wendell Carter, il n'a pas un énorme contrat, ça se garde. Il y aura un arbitrage à faire entre Bitadze et Maurice Wagner, à mon avis. Tristan Da Silva, il est encore signé pour 2 saisons après celle-ci. À voir. Et puis c'est cool, Noah Penda, je suis content qu'il ait eu l'opportunité de creuser, mais toi et moi, on va parler des joueurs français la semaine prochaine. Ça, on a pris rendez-vous. Ouais, La semaine avec prochaine, plaisir. on vous fait un épisode où on prend la température des joueurs français Mais c'est clair que c'est actuellement. cool. Là, c'est les deux derniers matchs, il a joué plus d'une vingtaine de minutes à chaque fois, ça fait plaisir. Ah, et puis il a montré des belles choses, quoi. Ouais. Il a montré des très très belles choses. Donc c'est vraiment cool. On va parler d'Atlanta désormais. Il y a 2 joueurs en NBA qui tournent en moyenne avec au moins 20 points, 9 rebonds, 7 passes. Le premier, c'est Nikola Jokic, le meilleur joueur au monde. Le deuxième, c'est Jalen Johnson, 20e choix de la draft en 2021, l'année où Trae Young emmenait Atlanta en finale de conférence. Euh, Niveau où la franchise n'avait plus, enfin, endroit où la franchise n'avait plus mis les pieds depuis 2015. Aujourd'hui, Jalen Johnson représente plus que jamais l'avenir des Hawks, tandis que Trae Young, qui n'a pas signé d'extension l'été dernier, n'a jamais autant vu son nom être inséré dans la machine à transfert d'ESPN. Dans un récent podcast, Zaglo de The Ringer a suggéré qu'Atlanta devrait attendre de voir si Trae Young parvient à s'intégrer dans le collectif, persuadé qu'il peut apporter une dimension dans le jeu principalement offensive, susceptible de propulser cette équipe encore un cran au-dessus. Personnellement, je ne vois pas comment Trae Young ni Kristaps Porzingis, pour le coup, pourraient changer la donne pour la saison au point de hisser Atlanta au-dessus des Knicks, des Cavaliers ou des Pistons. Réussir à récupérer tout ce qu'ils peuvent en transférant ces 2 joueurs me semble, à moi, personnellement, être la meilleure option pour l'avenir de la franchise. Je suis conscient que que je peux me tromper à tout moment sur ce sujet. Je pense pas avoir j'estime pas être dans la vérité sur ce truc-là. Mais c'est dans mon fort intérieur, j'ai l'impression que c'est ce que peut faire de mieux Atlanta. Charlie, quel est ton sentiment sur cette question? Bah, c'est marrant parce que c'est quand même une question qui est pas récente, que ce soit au sens en général en NBA, le cas Trae Young, c'est quand même quelque chose qui est souvent discuté, mais même entre nous, c'est quelque chose sur lequel on a plusieurs fois échangé et sur lequel Oui, on était rarement d'accord. et j'ai envie d'en reparler parce que cette question continue de m'obséder. Mais je comprends, et effectivement, sur la période sans Trae Young, Atlanta, je crois que c'est le 11e defensive rating de la ligue, c'est le 12e offensive rating, c'est clair que c'est intéressant ce qu'on voit, défensivement, évidemment, que son absence permet a priori d'être un peu plus performant. Il y a une très belle efficacité offensive du côté d'Atlanta cette saison, hein. Aujourd'hui, en termes d'effectifs field goal, ils sont parmi les tout meilleurs de la ligue.
En fait, c'est ça qui est dingue, c'est-à-dire que on aurait pu estimer que la perte de Trae Young voit l'efficacité offensive de cette équipe s'écrouler. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Alors, Et à c'est vrai. contrario, l'efficacité défensive de l'équipe, elle, est vachement plus solide sans Trae Young sur le terrain. Et ça, c'est quand même, ça pose des questions, je trouve. Oui, alors c'est clair que sans un profil comme Trae Young à la main, ils ont une équipe qui mise beaucoup moins sur un gros porteur de balle. Alors Jalen Johnson touche énormément la gonfle, je crois même qu'il est parmi les joueurs qui la touchent le plus cette saison, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de diversité dans les porteurs de balles, quasiment tout le monde dans le 5 peut jouer ce rôle, et le mouvement de balle est très très bon, hein. Ils sont dans le top 10 des équipes qui font le plus de passes, c'est l'équipe qui fait le plus de passes décisives par match, c'est la troisième équipe à l'assist percentage, donc oui, dans l'absolu, ça me plaît plus comme jeu, c'est ces espèces de phases pardon, en five out où presque tout le monde peut jouer le rôle du meneur, où il y a des cuts répétés, il y a des bons écrans, tout le monde bouge bien, c'est sûr que c'est plaisant à voir. C'est sûr aussi que le profil d'Alexander Walker dans cette équipe est très utile dans ce cadre-là aussi. Il est celui qui se rapproche le plus d'un meneur, mais il apporte bien plus. Et dans l'absolu, ça correspond assez bien en fait à cette équipe de pas avoir un profil Mm. de meneur traditionnel. Donc oui, tout ça, ça nourrit les rumeurs. Des rumeurs qui datent pas d'hier, hein, sur un éventuel trade. Les gens se disent que s'il y a bien une saison où le collectif d'Atlanta paraît être capable de composer sans lui, bah, c'est celle-là. Il y a évidemment aussi le cas de Jalen Johnson qui nourrit tout ça, parce que malgré sa saison dernière tronquée par une blessure, il confirme complètement ses progrès et il s'affirme vraiment comme un potentiel star player de cette équipe. On les voit bien, ses progrès, hein, à la création, dans ses drives, dans ses choix. Alors il perd encore un peu trop le ballon à mon goût, mais en même temps il en touche tellement qu'il y a nécessairement du déchet, et surtout il faut pas oublier qu'il est très jeune, il a bientôt 24 ans, c'est très loin d'être un produit fini. Bon, moi, j'ai quand même un peu envie de voir comment ça va se passer quand Trae Young sera revenu, j'avoue. Est-ce qu'il est Mm. capable de s'adapter à cette attaque? Qu'est-ce qu'il peut apporter de plus? Parce que, je suis désolé, mais qu'on le veuille ou non, aujourd'hui en NBA, avoir un joueur capable de faire des différences en isolation, c'est quasiment indispensable. Et Trae Young en isolation, c'est quand même très loin d'être vilain. Alors face à des très bonnes défenses capables de switcher et de suivre le rythme du mouvement actuel d'Atlanta, avoir un joueur comme lui capable de faire des vraies différences en 1 contre 1, bah c'est quasiment indispensable à mes yeux. Et c'est vrai que dans cet effectif d'Atlanta, sans Trae Young, ça manque. Pareil, sur demi-terrain, son profil pourrait être très utile, parce que les Hawks sont excellents en transition, c'est très bien, mais en playoff, ça suffit pas. Et c'est vrai que j'ai des doutes aujourd'hui sur leur capacité à être bons sur demi-terrain. Écoute, de toute façon, on devrait bientôt avoir des nouvelles de Triangle. Quand il s'est blessé, Shams Charania avait dit qu'il serait réévalué après 4 semaines. Donc 4 semaines, Mm. ça nous annonce, ça nous amène fin novembre, début décembre. Donc on s'en en saura plus rapidement. Moi, je veux quand même pas voir la situation plus belle qu'elle ne l'est réellement du côté d'Atlanta, parce que depuis que Trae Young est absent, le calendrier, il est quand même pas horrible. Alors, ok, il y a une victoire contre Orlando et contre les Lakers, Mm. mais sinon, le calibre des équipes qu'ils ont battues, c'est quand même pas fou. Il y a les Clippers, Non, il y a non, les c'est vrai. T'as tout Kings, à fait raison de le dire. bon, tu vois, Pelicans, Hornets, bon, c'est pas extraordinaire. Et puis, ils viennent quand même de se prendre 130 points contre Washington, et ça fait mal au crâne. Mais en fait, j'arrive pas à savoir s'ils sont meilleurs sans Triangle. Je pense qu'en son absence, ils ont développé des armes qui peuvent leur permettre à terme d'être meilleurs, mais je pense quand même qu'ils souffrent aujourd'hui de l'absence d'un profil de vrai meneur capable de faire des différences, et dans l'absolu, au fond de moi, je me demande s'il serait pas meilleur avec un Trae Young dans l'effectif, à condition que lui s'adapte à ce qui s'est passé ces dernières semaines et qu'il ne force pas les choses, quoi. Est-ce qu'il en est capable, c'est la question. Ça, je l'entends tout à fait. Et c'est un peu le sens de ce que raconte Zaglo justement dans cet épisode. C'est ça, c'est Trae Young n'est pas bête, il voit bien ce qui est en train de se passer en son absence, et il sait bien qu'à son retour, le but, ce n'est pas de casser la dynamique dans laquelle se trouvent les Hawks. Et que le mieux pour lui, c'est de réussir à s'intégrer là-dedans, d'apporter sa pierre à l'édifice, dans l'optique potentiellement de signer sa prolongation. Alors le max, ça serait 4 ans à 229 millions de dollars. Selon certains insiders, Atlanta ne souhaite pas lui offrir non plus ce montant-là. Ils aimeraient négocier à la baisse, à voir à quel point ça contrarie Trae Young ou pas. Bref. Mais je suis d'accord sur le fait que ça peut tout à fait, je peux tout à fait entendre le fait que tu fais revenir Trae Young
et tu vois ce que ça donne. T'es pas pressé si t'es Atlanta. T'es pas pressé du tout. Il a une option joueur pour la saison prochaine. Donc pour l'instant, tu n'es pas dans l'urgence de le transférer dès cette saison. En revanche, Porzingis, pour le coup, petit aparté, Porzingis, il a qu'une année de contrat, et je pense qu'en février, il faut absolument que ce gars-là ne soit absolument plus dans l'effectif, que tu le transfères pour 2 pics de draft, un pic de, enfin, je sais pas ce que tu peux récupérer, mais des pics à une équipe qui va être désespérée parce qu'ils vont se dire il faut absolument qu'on ait Porzingis, c'est la pièce manquante de notre histoire. Mais jamais tu gardes ce gars-là. S'il ne transfère pas à Porzingis, pour moi, c'est une grosse erreur de la part du front office. Je ferme la parenthèse Porzingis. Trae Young, je sais pas si... Enfin, t'as raison sur le fait que ce qu'il apporte en demi-terrain, ce qu'il apporte à la création, j'essaie pas de sous-vendre Trae Young dans une vision court terme. Bien évidemment que Trae Young est un élément essentiel et que si jamais il le transfère, ils vont accuser le coup, c'est sûr et certain. C'est un joueur de classe extraordinaire, Trae Young. Énorme créateur, énorme joueur offensif. On sait très bien quelles sont ses qualités et c'est un excellent joueur. Maintenant, quand je vois cette équipe d'Atlanta, quand je vois les jeunes joueurs qui sont dans l'effectif, donc Jalen Johnson qui a 23 ans, Okongwu qui a 24 ans, Rizaché qui a 20 ans, Dyson Daniels qui a 22 ans, ces 4 joueurs-là, pour moi, c'est les 4 joueurs autour desquels tu dois absolument construire. Et comme je disais tout à l'heure, ils sont pas pressés. On sait aussi qu'Atlanta a déjà sondé le marché. Ça fait 2 ans à peu près que Atlanta sonde le marché concernant Trae Young. Donc je pense qu'ils ont une idée assez précise de ce qu'ils peuvent récupérer pour lui. Je pense très sincèrement que si tu as des pics à récupérer, tu vas les récupérer. Je pense que Trae Young a fait son temps et que pour le coup, dans une optique à moyen, long terme, le mieux, c'est de se débarrasser de Trae Young. Je pense que Trae Young a fait tout ce qu'il a pu, que je le dis et je le répète, que cette finale de conf en 2021, c'était le summum de son passage à Atlanta. C'était magnifique comme truc. Et à jamais, si t'es fan des Hawks, tu gardes ça dans ton cœur et tu dis merci Trae Young, c'était formidable, merci pour les souvenirs. Mais je pense vraiment que tu dois construire l'avenir maintenant concernant Atlanta. Et le fait qu'aujourd'hui, il soit dans cette espèce de milieu de tableau de la conférence Est, c'est cool, mais ça rime à rien en vérité. Je pense pas que cette équipe elle soit là à aller chercher le haut du tableau de la conférence Est. Et ça doit pas être son objectif. Son objectif, ça doit être de capitaliser sur les talents qui sont là, Trae Young et Porzingis, parce que Porzingis, j'ai beau ne pas apprécier ce joueur, c'est quand même un joueur de talent qui peut aider potentiellement un contender. Tu dois capitaliser là-dessus. Je pense que c'est important qu'ils récupèrent le max pour ces joueurs-là dans une optique moyen-long terme. Moi, je pense que si tu traites Trae Young, plus que des pics, tu veux récupérer un fort joueur qui est capable de s'inscrire dans la dynamique actuelle de l'équipe. Ah bah si tu récupères un jeune talent, bien sûr, pourquoi pas. Ils sont pas au milieu de tableau, là, aujourd'hui. Ils sont dans le top 6 à l'Est, hein. Alors, je suis pas du tout sûr que ça soit tenable sur le long terme. Je pense qu'effectivement, avec le retour d'une équipe comme Orlando, par exemple, ça va devenir difficile de tenir cette place, mais on n'est quand même pas du tout sur une équipe qui est à la lutte, tu vois, pour la 9e, 10e place, quoi. Aujourd'hui, on est dans une équipe qui a des ambitions. Donc pour moi, si tu trades Trae Young, parce que c'est clair que la question, elle est aussi contractuelle, hein. Il a pas eu de prolongation l'été dernier. Ça l'a pas empêché cet été d'être très impliqué, notamment dans le recrutement qu'ils ont fait. Il a notamment aidé à convaincre Alexander Walker de signer. Moi, excellent bien sûr. signature, une des meilleures signatures qui soit. Et oui, mais il y a aussi cet élément-là, si tu veux, avec Trae Young. C'est que Trae Young, c'est un mec qui est content d'être à Atlanta, tu vois. Et en fait, tu vois, si demain tu le trades et que tu récupères un fort joueur en échange, t'as aucune garantie que le mec il sera content d'être là, qu'il voudra pas se tirer aussi rapidement que possible. Tu vois, il y a aussi un peu ça. Dans mes souvenirs, tous les rapports des insiders disaient que Trae Young, lui, il veut prolonger, qu'il était frustré que la franchise lui ait pas proposé d'extension. Donc, a priori, lui, on se dirige quand même pas dans un scénario, parce que j'ai vu aussi des gens dire que s'il voulait, il pouvait opt-out l'été prochain et aller tester le marché pour se tirer. Moi, j'ai quand même vraiment pas l'impression qu'on soit dans un scénario comme celui-là. Je comprends tout à fait qu'Atlanta n'ait pas envie de lui donner une extension maximum, parce que je suis pas sûr qu'aujourd'hui, un mec comme Trae Young puisse vraiment être le franchise player d'une équipe qui ambitionne de remporter le titre.
Mais par contre, je pense que si tu le trades, tu veux récupérer un fort joueur qui est d'ores et déjà entre, je sais pas moi, 23 et 26 ans et qui est déjà capable, si tu veux, de s'inscrire dans le collectif et dans la dynamique actuelle du groupe. Parce que récupérer plein de pics pour continuer à mettre des jeunes, bon, il y en a déjà beaucoup des jeunes, tu les as cités. Il y en a certains qui sont plus convaincants que d'autres. Est-ce que vraiment tu veux continuer à empiler les jeunes ou les pics de draft L'optique, c'est pas d'empiler forcément les pics de draft, c'est d'avoir des billes pour monter des transferts en fonction de l'évolution de ton effectif, justement. Ouais, mais t'en as C'est déjà ça, des c'est billes. ça l'idée. Après, si t'arrives si une équipe est assez bête pour se débarrasser d'un excellent joueur, admettons, le Magic te dit, bah tiens, on vous donne Anthony Black ou je sais pas, pour Trayon que ça fait, c'est un transfert très naze. Mais mais à voir quel genre de jeune talent tu récupères en plus des pick drafts, surtout que financièrement ça ne marcherait pas, puisque les contrats sont pas du tout alignés. Non, mais c'est surtout que moi je trouve Mais que là, t'en as déjà en fait des assets. Enfin, tu vois, si en janvier Atlanta il se pointe sur le marché en disant bah nous on vous fait un package Trae Young et le premier choix des Pels de 2026, bah, il y a un paquet d'équipes qui sont intéressées, hein. mais je pense pas que ça soit ça qu'il faille faire du côté d'Atlanta. Atlanta aujourd'hui, je pense vraiment qu'ils doivent commencer enfin, s'il y a une équipe qui est d'accord pour virer, admettons les Sixers leur file Tyrese Maxey, dont on va parler tout à l'heure. Là, ok, t'échanges Trae Young et ton pic de draft des Tu Pelicans. m'étonnes. Il n'y a aucun problème. Mais il y a quand même peu de probabilité que c'est comme ça que ça se passe. D'autres gars sur le marché en ce moment. T'as qui? T'as Lamelo Ball. Est-ce que tu fais ça pour prendre Lamelo Ball? Jamais Non. de la vie. Jamais de la life. Je préfère avoir Trae Young 10 000 fois que Lamelo Ball. Est-ce que tu le fais pour Ja Morant? À jamais de la vie. Moi non plus. Jamais de la vie. Tu le fais pas pour Ja Morant. Merci beaucoup parce que justement, je me suis dit, mais il y en a un autre et je sais plus qui c'était. Et c'est effectivement Ja Morant. Le problème pour Atlanta est tout à fait financier, Charlie. C'est tout à fait ça. C'est est-ce que Atlanta décide. Je le dis et je le répète, je ne critique pas le talent de Trae Young. Je ne dis pas que c'est un joueur qui ne sert à rien et qui est complètement naze. Je dis juste que aujourd'hui, Trae Young a envie d'être payé comme un franchise player. Il a tout à fait le droit de vouloir un énorme contrat. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je pense qu'aujourd'hui, en l'état actuel des choses, les Hawks n'ont aucun intérêt à consacrer une part aussi importante de leur salary cap à un joueur comme Trae Young. Je pense que c'est une erreur financière. Très sincèrement, si le gars accepte de baisser son salaire de façon significative pour permettre à Atlanta de construire une équipe avec une vraie profondeur de banc et de rameuter d'autres talents et ainsi de suite et de continuer. Parce que Trae Young, il a 27 ans, il n'est pas vieux. Si le pic des Pelicans, qui potentiellement va être une pépite à la prochaine draft, c'est magnifique pour les Hawks. Ils sont déjà très bien barrés, les Hawks. Et si tu regardes leur capital de draft, ils sont très très bien. Ils ont leur pick à eux, ils ont le pick des Pelicans, ils ont un second tour de draft en 2006. 2027, ils ont leur premier pick. 2028, ils ont leur premier pick. 2029 aussi. Enfin, ils ont un premier tour de draft. C'est parfait. Pour l'instant, ils sont plutôt bien fournis en termes d'assets. Si Bah Trae ouais. Young veut être payé comme une superstar, non, je suis désolé, non, c'est pas un franchise player ce gars-là. Ça peut pas être ton numéro un. Et je pense que ce qu'on est en train de vivre actuellement côté Hawks, c'est en train de nous le démontrer. Non, non, mais ça, dans l'absolu, je suis complètement d'accord avec toi, hein, et c'est d'ailleurs très probablement aussi le raisonnement du front office. C'est pas pour rien s'ils lui ont pas offert un contrat. Et Mais Jalen Johnson, pour le coup, lui, oui, Jalen Johnson, lui, il a un vrai potentiel de franchise player pour le coup. est-ce que Et tu lui as offert un contrat de malade mental qui, jusqu'en 2030, va le payer 30 millions de dollars par saison. Enfin, je veux dire, c'est un truc de malade. Les Hawks ont signé ce contrat avec Jalen Johnson, c'est un truc de fou. Et il faut qu'ils capitalisent là-dessus. Même Dyson Daniels, 25 millions à partir de l'année prochaine jusqu'en 2030. Dyson Daniels et Jalen Johnson sont alignés jusqu'en 2030. Ils peuvent vraiment construire quelque chose de fou, les Hawks. Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord, mais ouais, je sais. Moi, je pense que
Je pense quand même qu'avec Trae Young, tu peux récupérer des choses qui sont intéressantes sur le marché en termes de joueurs et des joueurs qui seraient capables de s'inscrire. Alors, j'ai pas d'idée comme ça. Enfin, si j'ai une idée, mais je sais pas si ça pourrait marcher. Mais tu vois, est-ce que tu irais pas voir Chicago pour Josh Giddey, par exemple, tu vois? Ou ouais, ouais, je sais pas, ouais. Je sais pas, hein, Le... mais c'est pas facile, Ouais. tu vois, c'est pas si simple en fait la décision que les Hawks doivent prendre. C'est pas juste on le trade ou non, c'est on le trade mais contre quoi, à quel moment de notre construction on est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ambitionne, est-ce que le pic des Pels, bah, on veut en faire un super rookie qu'on va développer pour les années à venir, même s'il n'est pas nécessairement aligné en âge avec Jalen Johnson. Enfin, tu vois, il y a plein de questions comme ça qui vont se poser aussi, et c'est pour ça que le cas Trae Young, il est quand même beaucoup plus compliqué que ce qu'on pourrait croire, quoi. Est-ce que Kobe White, ça pourrait être une option pour les Hawks? Pourquoi pas, mais vu son contrat, Kobe White, cette saison, c'est un peu moins de 13 millions pour transférer, enfin Bah, en vrai, contre le contrat de Trae Young, tu peux récupérer Egidi et Kobe White, pour le coup. pour le coup, ouais. Mais là, pour le coup, là, c'est les Bulls qui disent non à cette histoire. Même avec C'est un pic sûr et des Pels. certain. Pas Ah, sûr avec de un, ça, moi, hein. Les Bulls, les Bulls, Charlie, les Oui, c'est Bulls vrai. qui veulent pas tanker, qui veulent jamais tanker rien du tout. Bah, justement, t'as pas besoin de tanker si t'as un pic des Pels entre les mains. Non, non, mais c'est ouais, ouais. Après, voilà, pour faire matcher les salaires, c'est ultra compliqué, quoi. Ah oui, bah ça, c'est pas mon boulot, hein. C'est Ça, c'est le leur, ultra hein. compliqué. Non, non, moi, je suis les Hawks, je prie corps et âme pour que Tyrese Maxey exige un transfert et qu'ils disent ah tiens, j'irais bien à Atlanta. Mais personne au monde ne se dit, ah tiens, j'irais bien à Atlanta, quand même, qu'on se le dise. Et bah Tyrese Maxey devrait peut-être y songer, Écoute, c'est très possible. sincèrement, parce que s'il allait là-bas, je pense que cette équipe serait vraiment pour le coup. Enfin, Tyrese Maxey avec Jalen Johnson, ça y est, je vais pas arrêter de penser à ça tout le temps, ça va m'obséder maintenant, ce truc. Mais ça n'arrivera pas, ouais, ça n'arrivera pas. C'est sûr que ça n'arrivera pas. Il faudrait qu'il demande expressément d'aller là-bas, quoi. Je n'irai que à Atlanta. Mais toi, t'attends quoi, là, pour cette fin de saison d'Atlanta? Honnêtement, je veux dire, d'un point de vue, sans parler de trade ou quoi que ce soit, d'un point de vue sportif, là, ils sont sixième à l'Est. Tu les vois être capables de se maintenir, allez, pas dans le top 6, mais peut-être dans le top 8? Ah, je les vois faire un peu ce qu'ils font depuis un moment maintenant, c'est-à-dire Game. faire le play-in au Ouais. minimum, quoi. Bah écoute, en vrai, ce serait pas plus mal. Enfin, ce serait bien pour leurs jeunes aussi d'avoir Mais des occasions de jouer des matchs de ce genre-là, hein. très sincèrement, effectivement, je pense qu'Atlanta a tout intérêt à essayer d'accrocher les playoffs. Ils ont le pic des Pelicans, ils peuvent continuer à accrocher les playoffs, il n'y a pas de souci. Comme tu le dis, pour les jeunes joueurs, ça sera une expérience qui vaut extrêmement cher. Donc si tu arrives à te qualifier directement en playoffs, c'est cool. De là à ce qu'ils y arrivent d'un coup, enfin sans passer par la case play-in, j'ai quand même un doute. Bah oui, ça moi aussi, ouais. Après voilà, on ne sait pas. Ça se trouve, Trae Young va revenir, il va tout exploser et je me retrouverai complètement idiot à me dire ah bah dis donc, je suis complètement con d'avoir proposé, enfin d'avoir fait cet épisode le 27 novembre. J'ai vraiment raconté n'importe quoi. C'est pas impossible que ça se passe comme ça, tu vois, très sincèrement. Mais je suis les Hawks aujourd'hui. Quelque part, je laisse l'équipe naviguer sa saison comme elle l'entend. L'important, c'est de développer les jeunes. Et quand tu vois Okongwu, Daniels, Jalen Johnson, Rizaché, on en parlera la semaine prochaine, donc, mais y a pas, j'ai des choses à dire sur Rizaché, bien que je sois pas, je comprends ce qui se passe, mais bon. Mais si j'ai cet effectif-là, je laisse ces gars-là faire leur saison, je regarde ce qui se passe. L'important, c'est de les développer, qu'ils aient des minutes de jeu, qu'ils soient confrontés comment dire, à des équipes expérimentées et qu'on voit un petit peu à quoi ils sont capables, ce qu'ils sont capables de faire. Par contre, je ne perds pas Porzingis pour rien. Alors certes, on peut toujours dire ouais, c'est 30 millions qui disparaîtront des comptes l'été prochain. Ok, pourquoi pas. Ouais, mais Non mais non, 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 t'es Atlanta. mais je trouve ça dommage. Mais oui, t'es Atlanta, t'es pas attractif sur le marché des agents libres, il faut pas miser là-dessus. Ouais. Non, non, moi je suis d'accord. Moi, en fait, moi, le seul truc, c'est
moi, j'ai un peu du mal, tu vois, à mettre Jalen Johnson et Okongwu, par exemple, dans le même panier qu'un mec comme Rizaché. Il y a 5 ans d'écart entre eux, tu vois. Genre, ils sont pas du tout au même stade de leur développement. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'un mec comme Jalen Johnson, il a pas envie d'attendre 3 ans pour être dans une équipe qui est ambitieuse. Non, non, mais Rizaché, après, quand tu vois, la question après, là, c'est qu'est-ce que peut devenir Rizaché? Rizaché, c'est quel style de joueur? Est-ce que c'est plus qu'un role player? Est-ce qu'il va être All-Star un jour dans sa carrière, Rizaché? Je suis pas certain, hein. Ouais, je suis pas certain non plus, non. Je suis pas certain du tout, Je même. lui souhaite, évidemment, hein, mais Ouais, mais je j'ai suis pas pas certain. l'impression que ça soit ce genre de joueur. C'est plus un connecteur, Rizaché. C'est plus un role player plus plus. Ce qui est très bien d'ailleurs. T'as besoin d'avoir des joueurs comme ça. Ah bah, il en faut, ouais, bien sûr. C'est des joueurs très 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 bons à avoir sur le truc. Okongu, si tu regardes sa saison pour l'instant, elle est quand même nickel, quoi. Et Dyson Daniels, je sais pas, j'ai pas besoin de beaucoup d'arguments pour dire qu'il faut. Pareil, c'est typiquement le profil de joueur que tu as besoin d'avoir dans ton équipe. Ce qu'il faut après, c'est est-ce que Jalen Johnson, c'est pareil, la question se posera, est-ce que c'est un numéro un, Jalen Johnson? Est-ce qu'il a le là, je parle pas en termes de compétences basketballistiques, parce que ce gars-là est d'une fluidité. J'adore regarder Jalen Johnson jouer au basket. Ce mec c'est un délire de le regarder jouer au basket. Il est génial, ce joueur. Ouais, ouais, Il il est est super cool. intelligent, il est posé, il se précipite jamais, il n'y a rien qui semble le déloger de son jeu. C'est fou, là, l'aisance, l'assurance qu'il a sur un terrain, ce mec, c'est dingue. Ouais. C'est rare de voir ça, je trouve. Ah, moi, j'aime le basket pour voir des mecs comme Jalen Johnson, quoi. Ce mec-là me réconcilie avec le basket Ouais, NBA, non, mais je suis clairement. d'accord, il régale. C'est vraiment un très beau joueur à avoir joué, je suis bien d'accord. Maintenant, est-ce que mentalement, c'est un numéro un ou pas? Ça, j'en sais rien du tout pour l'instant. C'est trop tôt, je trouve, pour se prononcer. Mais, euh, mais ouais, moi, je donne les clés du camion à ce gars-là, quoi, clairement. Écoute, en tout cas, sur le parquet, il répond présent. Après, effectivement, sa mentalité, ça reste à voir. Est-ce qu'il a est-ce qu'il a ce qu'il faut? Est-ce qu'il a les épaules pour être le numéro un d'une franchise ambitieuse? Ça, c'est un truc. Nous, on n'a pas encore la réponse, c'est sûr. Non, c'est un bosseur, en tout cas. Tout le monde dit qu'il bosse comme un malade sur son jeu. Ouais, Donc, ouais. j'ai l'impression il a la bonne mentalité, il a la bonne approche. Je, je... Le front office d'Atlanta a vraiment un choix difficile à faire. Je le conçois tout à fait. Et je pense qu'il y a des fans de Trae Young, des Hawks. Voilà, comment ne pas avoir un pincement au cœur quand ce gars-là, voilà, t'a emmené en finale de conférence et que tu dois imaginer tout d'un coup ton avenir sans lui, quoi. Je comprends tout à fait. On a tous des liens des fois très on a ouais, il y a des émotions, il y a tout ça. On n'est pas, c'est pas que des chiffres, c'est pas que des assets, c'est pas que des pics de draft à récupérer. C'est aussi un joueur auquel tu es attaché, qui t'a Oui, touché personnellement. Donc je comprends bien que c'est pas facile d'imaginer certains scénarios, mais oui, parce qu'au-delà des résultats que tu as atteints avec Trae Young, moi je te dis, j'ai quand même un peu le sentiment que c'est un mec qui a l'air d'être plutôt content d'être à Atlanta, et à moins que j'ai loupé des trucs, tu vois, mais j'ai quand même un peu cette impression-là que c'est un mec qui s'investit pour la franchise, qui a envie de rester, et je suis pas sûr que ça soit un truc si courant que ça dans une franchise comme Atlanta, et je dis ça sans manquer de respect aux Hawks, hein, mmh. évidemment. Ouais, tout à fait. Ouais. Je comprends. Écoute, pour moi, il faut qu'il chope. Il faudrait que Trae Young demande à être transféré à Philadelphie. Mais c'est ça, Et c'est que dire, tu peux Philadelphie pas soit d'accord. t'empêcher de mettre Tyrese Maxey dans l'histoire, hein. Ah, mais je vais être, je te dis, je vais être obsédé par ce truc maintenant. Je vais, je vais faire une équipe dans Touquet avec Tyrese Maxey à Atlanta. On va parler de Tyrese Maxey justement pour terminer rapidement. Tyrese Maxey, il a 25 ans, il arrive en NBA en 2020, 21e choix de la draft. Depuis lors, il a cessé de progresser au point de devenir un des meilleurs meneurs de la ligue, un des meilleurs joueurs de la ligue tout simplement. Il est actuellement le troisième meilleur scoreur de la NBA. Et la raison majeure pour laquelle les Sixers ne sont pas au fin fond du classement de la conférence Est. Tous les soirs, il se bat corps et âme sur le terrain pour tenter d'arracher la victoire. Mardi, Orlando a décidé de concentrer tous ses efforts défensifs sur lui, le limitant à 20 points sur 15 tirs, obligeant ses coéquipiers à prendre la relève, ce qu'ils n'ont pas été en mesure de faire. Pourquoi? Parce que Joel Embiid est à l'infirmerie, Paul George également, encore.
Le rookie VJ Schcombe qui a fait un démarrage en trombe et Kelly Oubre sont tous les deux blessés au genou. À Philadelphie, Tyrese Maxey a lié son destin à Joel Embiid et à sa santé fragile. Il a connu l'ère James Harden et les caprices de stars qui ont suivi. Il a assisté au recrutement de Paul George, qui a probablement animé plus d'épisodes de son podcast que joué de matchs avec les Sixers. Tyrese Maxey est un talent pur autour duquel les Sixers devraient se dépêcher de construire. Il pourrait toutefois avoir 29 ans le jour où le contrat de Joel Embiid arrivera à son terme à Philadelphie. Je ne sais pas si Maxey aura la patience d'attendre l'alignement des planètes dans sa franchise actuelle, mais je n'ai clairement aucune envie de le voir gâcher son talent pour les années à venir avant que les Sixers ne se décident de faire quelque chose pour l'entourer. Charles, quel est ton sentiment concernant Maxey à Philadelphie? Bon, déjà, Tyrese Maxey, on avait quand même assez vite compris que c'était un talent assez peu commun, hein. Dès sa deuxième saison, il était un titulaire indiscutable et fiable pour ses Sixers, et depuis, il n'a jamais cessé de progresser et de monter en régime. Mais là, effectivement, son début de saison, c'est de la folie. Alors, il joue 40 minutes par match. Thibodeau serait fier, mais c'est clair que il tient à bout de bras cette équipe, et je crois pas en rajouter en disant ça. Il n'y a pas un seul scoreur fiable à ses côtés pour le moment, en attendant peut-être un jour de retrouver un Joel Embiid capable d'enchaîner les matchs. Mais voilà, 32 points, plus de 4 rebonds, plus de 7 passes, il est à 41% à 3 points, il est à 61% au true shooting percentage. Enfin, vraiment, il est fou. J'aimerais bien effectivement le voir plus soutenu. D'ailleurs, il a poussé un mini coup de gueule après le match que tu mentionnais face à Orlando, en expliquant que tous les joueurs de l'effectif devraient se tenir prêts, et que les blessures des uns et des autres, c'est autant d'opportunités pour les joueurs de rotation de prendre de la place dans cette équipe. D'ailleurs, il a cité son propre exemple pour les inciter à prendre plus d'initiatives, et ça fait super plaisir de voir ce genre de prise de parole, parce que tu vois, on se demandait si Jalen Johnson avait les épaules pour être le leader d'une équipe. Bah, Tyrese Maxey, il a l'air de les avoir. En tout cas, dans ses prises de parole et dans ses prises de position, on sent qu'il est le leader d'avenir de cette équipe. Alors, on s'en doutait déjà très fortement après les 2 dernières saisons, hein, mais maintenant, il n'y a plus le moindre doute. Donc oui, on aimerait bien effectivement que les Sixers se projettent vers un avenir construit autour de lui. Il y a des jeunes qui sont intéressants dans cette équipe. Jared McCain, VJ Edgecombe, etc., etc. Il y a du monde, même si McCain, il a quand même du mal à retrouver le niveau qui était le sien avant sa blessure lors de sa saison rookie. Il y a des mecs qui sont intéressants dans cette équipe. Mais voilà, tu l'as dit, le problème, c'est les contrats de Embiid et Paul George jusqu'en 2029 et 2028. Bon, Avec une option joueur à chaque fois. Ouais, qui vont évidemment prendre, hein, on va pas faire les... 56,5 millions pour Paul George en 2027-2028. Il aura 37 ans. 67 millions pour Joel Embiid. Ouais. Et c'est quoi cette histoire-là? Ah, ça, c'est compliqué, hein. Écoute, voilà. Après, il n'y a pas trop d'urgence non plus, parce que les jeunes de cet effectif sont tous sous contrat pendant au moins 2 ou 3 ans, donc t'as un peu le temps de voir quelles opportunités peuvent se présenter, voire même, dans le cas Embiid, peut-être espérer qu'il retrouve assez de certitude physique pour faire partie de cette équipe. Alors attention, hein, je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne s'attend à ce qu'il retrouve le niveau qui était le sien il y a 2-3 ans, ça j'y crois pas, mais même sans ça, il peut redevenir un joueur utile pour les Sixers, et peut-être retrouver un tout petit peu de valeur sur le marché. En attendant, c'est clair que le début de saison de Tyrese Maxey, si vous regardez pas les Sixers, vous êtes vraiment en train de passer à côté de quelque chose, parce qu'il est hallucinant, franchement, il est fou ce mec. Mais il est complètement taré. L'autre fois, il y avait un alignement entre les stats de Maxey et la saison MVP de Allen Iverson. Et Maxey lui mettait une tête, quoi. Ouais, non, mais c'est un délire, hein, c'est fou. Absolument lunaire comme truc, quoi. Alors, c'est pas du tout le même basket, hein. Non, Le basket pratiqué en 2001 et celui de 2025, rien à voir. ça marque un peu plus en 2025, ouais. Ouais, voilà, ouais. Maintenant, si tu regardes les stats de Maxey, le volume de tirs à 3 points, il est à plus de 9 tentatives à 3 points par match, il est à 40% de réussite au tir. Son nom est accroché à côté de ceux de Stephen Curry, Klay Thompson, Damian Lillard, pour volume et efficacité. C'est un des meilleurs jeux en pénétration de toute la ligue, Ah oui. où il est extrêmement adroit en plus, près du cercle, alors qu'il n'est pas très grand. En distribution de balles, en création de jeu, il est pareil, il est élite. Malgré le fait que voilà, Embiid, Paul George, ils sont quasiment jamais là.
sa présence quand il est sur le terrain, lui, les Sixers sont dans le positif, et quand il n'est pas là, ça s'écroule complètement. En fait, ce qui m'énerve beaucoup, c'est le sentiment de gâchis, et j'ai pas du tout envie que Tyrese Maxey soit un talent gâché par les Sixers. Et en fait, ça me révolte énormément, Charlie, parce que je trouve ça injuste qu'un joueur de talent comme lui se retrouve depuis maintenant un peu trop longtemps déjà à devoir gérer une franchise qui traverse des mini-crises un peu tout le temps, et il mérite mieux. Il mérite largement mieux que ce qu'il est en train de vivre à Philadelphie depuis tout ce temps-là. Et Ouais, il alors, a travaillé sur lui, il a travaillé sur son mental, il a travaillé sur son approche, il a travaillé sur ses qualités de leader. Enfin, je veux dire, c'est un gars qui essaye de faire tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Très sincèrement, ça va vraiment m'énerver de voir ce gars pourrir là-bas, quoi. ouais, après, il a prolongé l'été dernier, hein. Enfin, tu vois, genre, Oui, oui. c'est aussi lui qui a décidé de prolonger, alors quand même que déjà l'été dernier, les limitations de joueurs comme Embiid et Paul George, on les voyait un petit peu, si je puis me permettre, tu vois. Ah ben C'est pas... mais je vais pas lui reprocher d'avoir pris l'argent. Et l'argent, il l'aurait pris n'importe où ailleurs. Enfin, tu vois, il Oui, aurait mais non, coûté mais bien Philadelphie moins. pouvait lui filer le contrat que peu d'autres équipes pouvaient lui filer aussi derrière. Oui, c'est vrai qu'il pouvait le filer le plus gros contrat, mais enfin, bon, tu vois, Sur il sa aurait quand première même... signature, je lui en veux pas. C'est sur son prochain contrat où ça va être emmerdant. Ah, mais son prochain contrat, c'est pas tout de suite, hein. Là, c'est Ah clair non, non, qu'il va c'est pas tout falloir de être suite. patient, Et hein. pour le coup, Paul George ne sera plus là, logiquement, si tout va bien. Donc, Non, c'est sûr, il sera plus là. ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Il aura quel âge, Paul George, à ce moment-là? Il aura 37 ans 38, ou 37, 38, ouais, 38, un ouais. truc comme ça. Ouais. Donc, je pense qu'il sera en retraite. Il sera en retraite. Ou quelqu'un aura décidé de lui donner de l'argent, j'en sais rien. Mais, En 38 ans, ça peut intéresser les Clippers, hein. On sait ah pas. ouais. Mais ça me contrarie que ça me contrarie que la santé de Joel Embiid soit à ce point fragile, Ouais. et ça me contrarie que l'avenir de Maxey soit lié à cette histoire pour l'instant. Et j'espère qu'il y a un moment ou un autre. Tu vois, s'il y a un joueur à qui j'en voudrais pas de demander un transfert à un moment dans sa carrière, c'est à Tyrese Maxey, quoi. Voilà, Ouais, bah, à la très limite, sincèrement. je vais te dire, dans ce cas-là, il faudrait qu'ils le demandent dès cette saison, en fait. Ce serait presque le plus intéressant pour les Sixers, Ouais. parce que ça leur permettrait de récupérer des jeunes à la prochaine, de mettre la main sur des pics et de récupérer des jeunes à la prochaine draft qui s'inscriraient dans la timeline de McCain et de Edgecombe notamment. Bah écoute, on verra. En tout cas, ouais, il est en train de réaliser un début de saison énorme. Et comme c'est un peu ma marotte du moment, je tiens quand même à préciser, tu l'as déjà dit, mais Jalen Johnson, c'est un 20e pick, Tyrese Maxey, c'est un 21e pick. Et ces deux mecs-là illustrent une fois de plus la preuve que quand on est une franchise qui s'est bien draftée, on n'a pas besoin Voilà, d'avoir un top pick pour mettre la main sur une pépite. absolument d'accord avec toi. Donc voilà, je n'en dirai pas plus de Tyrese Maxey. On aura probablement l'occasion de revenir sur Philadelphie dans l'ensemble, mais voilà, c'était important de pointer du doigt quand même la production de ce joueur, le délice absolu que c'est de le voir se démener corps et âme. Ah, et voilà, c'est pour ceux qui aiment les joueurs qui luttent contre le courant et qui essayent de se battre tout seul contre les autres, voilà. C'est sûr, on aura l'occasion d'en reparler. Hein. Je veux dire, C'est un peu John Wick, Tyrese Maxey en ce moment. de toute façon, des Un peu mecs ça. qui tournent à plus de 30 points par match sur ce début de saison, il y en a que 3. Et je pense que s'ils continuent sur ce rythme-là, les 3, faudra qu'on en parle. Ah, et puis, putain, mais en termes d'efficacité, Maxey, il est fou. C'est fou ce qu'il fait, quoi. Alors que tout le monde. Alors, c'est ça que le Magic a réussi à faire, c'est à le frustrer, à le sortir de son jeu, quoi. Mais, Ah bah oui. Ah bah c'est sûr que le plan défensif aujourd'hui quand tu joues les Sixers, bah ouais, je pense qu'il est clair pour tout le monde. Hein. t'as que ce gars-là, donc. Enfin bref, on verra ça. Merci Charlie pour l'accompagnement, pour ce numéro. Avec plaisir, comme toujours. Ouais, merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine, mardi matin, pour un prochain épisode du podcast NBA Corner. D'ici là, profitez bien du week-end qui arrive. Regardez tous ces matchs là, il y a pas mal de bons matchs là ce week-end. Là, c'est Thanksgiving
aux États-Unis. Donc il y a quelques petites affiches bien sympathiques à regarder. Donc régalez-vous bien, et mardi on se fait un numéro intégral sur les Français, où ils en sont les Français cette saison. Voilà, donc à la semaine prochaine. À ciao, bye bye.